Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, podcast numéro 10. Bonjour Marc. Bonjour Alexis. Avec toi, nous allons revenir sur les sorties cinéma et DVD, Blu-ray, vidéo qui sont sortis le 8 février 2017. Alors là, vous ne pouvez pas passer à côté tout simplement puisque nous allons parler du Silence de Martin Scorsese qui est sorti cette semaine, suivi de American Honey de Andrea Arnold qui avait été présenté à Cannes. En ressortie, nous avons Du silence et des ombres de Robert Mulligan. Et côté DVD, on parlera surtout de Mercenaires de Sacha Wolf. Et aussi, on mentionnera deux autres petites sorties rapidement. Mais d'abord, cinéma, tout simplement, Silence. Mais on va briser justement ce silence puisque je pense qu'on va en parler assez longuement. Donc du nouveau Martin Scorsese qui est un petit peu à l'opposé du cinéma qu'on lui connaît où d'habitude c'est plutôt la coke, les putes et les flingues, et là c'est un petit peu l'antithèse. Voilà, antithèse, bon après pas complètement parce qu'évidemment Scorsese se trimballe depuis longtemps cette image du cinéaste des gangsters, etc. Et sa carrière est bien plus nuancée que ça. Donc Silence qui narre l'histoire de prêtres jésuites dans le Japon du XVIIe siècle en proie à des persécutions contre la conversion catholique. Donc Scorsese, ça fait 20 ou 25 ans qu'il planche dessus, c'est un projet de très très longue date, très difficile, qu'il a eu beaucoup de mal à monter, beaucoup de difficultés pour le produire. Il adapte notamment donc, le roman éponyme de Shusaku Endo, qui a préalablement été adapté dans un film japonais, qui a été adapté par Masahiro Shinoda, je vais y arriver, donc, dans un film qui est sorti en 1971. Donc c'est pas vraiment un remake, c'est une nouvelle adaptation. Et donc voilà, il se réapproprie complètement un film, il applique, ce qui est intéressant, alors c'est l'exemple par A plus B, il applique un truc qu'avait dit, je crois que c'était François Truffaut, qui expliquait que chaque nouveau film devait être l'opposé, l'inverse du précédent qu'on faisait. Et ici, c'est exactement ça, parce que son précédent film, Le Loup de Wall Street, donc, était un film névrosé sur un trader de new-yorkais. Ici, il revient à un film sur la spiritualité. Donc, c'est, si on veut, le troisième opus d'une trilogie sur la spiritualité qu'il aurait entamé avec La Dernière Tentation du Christ, puis poursuivi avec Kundun. Et donc là, qu'il achève, entre guillemets, avec Silence, même si évidemment la spiritualité est dans quasiment tous ses films. Et donc c'est un film austère, c'est un film sobre, c'est un film long. C'est un film silencieux, relativement. Alors à chaque fois, on peut préciser à chaque fois relativement, parce qu'évidemment, il y a toujours des effets de style scorsésien, il y a toujours des petits effets de caméra, de mouvements de caméra. Voilà, des pics stylistiques qui nuancent la sobriété, l'austérité du film. Donc c'est toujours relatif par rapport à Scorsese, relatif par rapport au thème du film qui, sur le papier, impose un film, parce que voilà, on est quand même dans le Japon du XVIIe siècle, c'est un gros sujet, on va dire, qui coupe l'Église catholique, enfin l'Église en général, le concept de l'Église, je veux dire, l'Église par rapport à la religion catholique par rapport à la religion bouddhiste, par rapport à l'État japonais, etc. Donc bon, c'est un gros sujet, donc évidemment, il aurait pu faire un film encore plus sobre, plus austère, mais ici, il a un équilibre qui est très particulier, qui est très très beau, et voilà, tout ça pour dire que c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui est assez... juste assez... ce qui est très beau avec le cinéma de Scorsese, et que ça fait à peu près 40 ou 50 ans qu'il a toujours procédé comme ça, c'est qu'il fait des films sur des sujets qui présentent des vrais dilemmes de moralité. Et Scorsese a toujours son opinion sur la question. Il a son opinion sur les agissements du personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver, il a son opinion sur Jordan Belfort dans Le Wall Street, etc. Scorsese a toujours cette capacité à ne pas juger. C'est-à-dire, il a une opinion, mais il ne juge pas ses personnages. Et ici, le film est tout un conflit entre le père Rodriguez, qui est donc interprété par Andrew Garfield. Le père Rodriguez et ses divers opposants japonais, parmi lesquels notamment Tadanobu Asano. Et Scorsese, qui est évidemment catholique, pour qui la question religieuse est importante. Parce qui a failli devenir prêtre. Voilà, il a failli devenir prêtre, il avait entamé le séminaire, etc. Pour qui la question... c'est quelque chose qui va traiter avec respect, mais aussi avec critique.
Et dans tout le débat qu'il y a autour de l'intérêt de la présence du catholicisme au Japon, Mhm. la... Bah, le vrai sujet de Silence, c'est que on a cette histoire donc d'une enquête, en tout cas on cherche à retrouver justement bah, avec le Andrew Garfield et Adam Driver, donc ces deux prêtres qui vont au Japon pour retrouver leur mentor disparu, qui est Liam Neeson, qui apparemment serait devenu un apostat. Donc, et en fait, le vrai sujet du film Silence, c'est l'apostasie, qui est en fait le renoncement soit des prêtres catholiques, soit des convertis, voilà, de renoncer à la foi chrétienne et de revenir, bah, pour les Japonais, au bouddhisme, qui est, on va dire, religion d'État. la religion d'État, qui est actuellement chassée par une véritable inquisition au Japon. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dangereux pour nos deux prêtres qui vont chercher leur mentor de se pointer là-bas. Et en fait, ça, c'est le vrai sujet du film, l'apostasie, et les enjeux qui sont derrière. Ce sont à la fois des enjeux donc, du film, c'est un petit peu côté moral, c'est que jusqu'où on est prêt à résister, parce qu'ils sont torturés aussi pour renoncer à leur propre foi, donc jusqu'où on est prêt à résister pour survivre physiquement, à, comment dire, à sauver aussi les autres qui sont à côté de nous, parce que souvent, par exemple, à un moment ils sont dans un village, les habitants du village sont utilisés en gros comme otages, pour faire renoncer à l'un d'entre eux à la fois. En gros, si tu renonces à la foi, les autres vivront. Si tu ne renonces pas, on va raser le village. Et donc, il y a cette question morale et aussi cette question bah, spirituelle qui joue là-dessus, de jusqu'où on est prêt à garder nos convictions, quitte à mourir avec elles, quoi. Et je trouve que d'ailleurs, le film Silence, c'est pour ça que moi, ça m'a plu. Je pense qu'il fera partie de mes 10 film préféré de l'année, c'est que c'est pas juste un film sur la religion. Pour moi, je l'ai vu vraiment pour un film sur les convictions, Voilà. sur la conviction, jusqu'où on est prêt à garder ses convictions, quelles que soient les conditions atroces qu'on traverse, et jusqu'où on est prêt à les défendre, quel que soit ce qu'on nous oppose. Voilà, en fait, c'est assez marrant. C'est pas vraiment. Il y a une petite nuance à établir. En fait, le film, et tu le dis très bien, mais le film est fait que de nuances. En fait, il y a une petite nuance à établir. On va dire que c'est pas vraiment un film sur la foi en elle-même, parce que la foi, elle est un fait pour les personnages. C'est-à-dire que la foi, elle est un fait pour le personnage d'Andrew Garfield, donc le père Rodriguez qui est prêtre. La foi, elle est un fait pour le peu de convertis qu'il y a au Japon qui sont profondément croyants, même s'il y a une nuance qui est apportée plus tard dans le film, mais on y reviendra. Donc voilà, et pourquoi ? Parce que la foi, la question de la foi, Scorsese l'a déjà abordé dans La dernière tentation du Christ, la diversité de la croyance, il l'a abordé ensuite dans Kundun, donc, qui est le film d'un catholique sur le bouddhisme et sur le Dalai Lama. Donc ici, c'est pas vraiment tant sur la foi en elle-même que voilà, sur l'apostasie, comme tu le dis, sur le doute, sur la responsabilité qui est presque politique en fait, parce qu'il y a aussi un truc que le film apporte, c'est la question de l'expansionnisme occidental. C'est tout un sous-texte du film, sachant que tout à l'heure je parlais de nuances, le film par exemple nuance la religion et l'Église. Tout à fait. La religion, la foi en elle-même, c'est une chose, le catholicisme, c'est une chose, l'Église en est une autre. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que le personnage du père Rodriguez, donc de Garfield, c'est pas pour lui, l'apostasie, c'est pas simplement sauver sa vie, etc. C'est aussi l'échec d'une mission qui lui a été donnée. Et la question de l'apostasie, elle devient double dans le film de Scorsese. C'est même pas est-ce que tu veux renier Dieu pour sauver ta vie, est-ce que tu veux renier Dieu pour abandonner la mission que ton État, en l'occurrence le Vatican, que l'État t'a donné. Et il y a tout un sous-texte politique qui est très fort dans le Scorsese, qui est complètement marié avec un film vraiment intime sur la... En fait, c'est marrant parce que je ne vais pas dire que c'est un film politique, ça ne se présente pas comme ça, c'est un film intime. Il y a un peu de ça quand même, parce que quand tu parlais justement de l'Église, c'est un peu, en tout cas l'État japonais tel qu'il est montré dans le film, il considère l'Église comme un État étranger qui vient interférer dans les questions locales. Parasite, ouais. Voilà, et proposer, on va dire, une autre vision de la religion aux paysans japonais, c'est potentiellement les racines de futures personnes qui seraient dans la sédition par rapport au pouvoir de Kyoto, je crois, à l'époque. Et en fait,
Pareil, ils mettent à peu près sur le même plan la présence de ces prêtres européens, la présence hollandaise, anglaise, française dans la région, qui veulent s'emparer du Japon, de ses richesses, de ses territoires, et que la religion, c'est un point comme un autre d'identité, on va dire, nationale ou en tout cas territoriale, par rapport à ces étrangers venus d'Europe qui veulent imposer à la fois leur vision du monde économique et religieuse. Voilà. En fait, ce qui est très beau, c'est que le personnage d'Andrew Garfield vit dans un idéal complet où, voilà, Mais il a une vision très positive. Voilà, donc qui est jésuite d'ailleurs, la nuance est quand même à préciser. Le personnage vit dans un idéal où pour lui la conversion, donc il est vraiment dans l'acte de foi pur et dur, dans l'acte de partage, dans l'acte de beauté, etc. Et il ne conçoit pas, en fait, il n'arrive jamais à concevoir les limites ou les problèmes de sa démarche, ce qui fait que les dialogues entre les Japonais et lui sont très beaux, parce que Martin Scorsese a choisi choisi ou adapté en tout cas le roman comme ça, d'avoir une vision des Japonais qui est très pragmatique, c'est-à-dire que oui, ils sont violents, oui, les scènes de torture sont assez horribles, mais le dialogue avec le Japonais est passionnant parce qu'il n'y a pas de manichéisme. Par exemple, le personnage du grand inquisiteur, qu'il aurait vite fait de présenter comme une sorte de Torquemada Coteaz abominable, voilà. C'est un personnage qui est très nuancé, qui est très intéressant, très intelligent, voire même sympathique, éventuellement. Même d'ailleurs, il est un peu... Justement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il est un peu présenté de manière ridicule parce qu'il est en plus, il a les dents en avant, il a un vieil accent comme ça qu'on a l'impression que c'est un personnage vraiment ridicule, parce que la première fois qu'on le voit, d'ailleurs, il y a une confusion à un moment dans l'esprit d'Andrew Garfield, on n'en dit pas plus, mais qu'en gros, la première fois qu'on voit ce personnage-là, on se dit mais d'où est-ce que ce guignol débarque, il fait pas sérieux, et pourtant la façon dont il amène ce personnage au fur et à mesure des dialogues, il démontre une vraie intelligence, et on se méfie d'autant plus de ce personnage-là qu'il a l'air justement sympathique et, on va dire, inoffensif quand il parle en anglais avec les prêtres portugais. Voilà, et donc du coup il se pose toute la question de la préservation culturelle du Japon d'un point de vue purement réaliste, de dialogue où du coup on explique pourquoi le catholicisme n'arrive pas à prendre racine au Japon, ou pourquoi s'il prend racine, c'est pas du catholicisme pur jus, c'est une évolution de la foi qui n'est pas vraiment ce que Andrew Garfield pense, même si lui-même est vraiment touché par la ferveur des paysans japonais, etc. Et il y a constamment comme ça beaucoup de nuances qui créent un dialogue extrêmement compliqué sur lequel Scorsese refuse absolument de prendre, de trancher. En fait, tout le film ne tranche pas jusqu'à la fin. La fin pose beaucoup de questions, il y a des pistes. Encore une fois, Scorsese a son opinion. Scorsese va avoir naturellement une affinité pour le personnage d'Andrew Garfield, parce que voilà, Scorsese, encore une fois, pour lui, c'est très important la question religieuse. Ça ne l'empêche pas d'être critique, ça ne l'empêche pas d'avoir des questions. Ça ne l'empêche pas de remettre en question certains agissements du personnage d'Andrew Garfield, ou inversement, certains agissements des personnages japonais, mais il ne tranche pas. Et donc, c'est un film... Silence, c'est un film qui invite vraiment le spectateur à réfléchir sur ce qu'il a vu, à questionner la foi moderne, à questionner la foi passée, à questionner énormément de choses sur le rapport de l'Occident à l'étranger, etc., etc. C'est des thématiques qui sont encore plus d'actualité, que ça soit sur le catholicisme ou même d'autres religions. Et voilà. Et l'absence de jugement, l'absence de morale, on va dire, c'est ça qui est intéressant. Le film parle beaucoup de morale, la morale des agissements des catholiques, la morale ou la moralité des agissements des Japonais, etc. Mais le film n'a pas de morale. C'est pas un conte qui a une moralité à la fin. Scorsese s'en préserve parce que, exactement comme le Loup de Wall Street, si vous vous souvenez de la fin du Loup de Wall Street, il y a une sorte d'ambiguïté générale à la fin, où Scorsese choisit de laisser la clé de l'interprétation ou du jugement du film aux spectateurs, et que ce soit les spectateurs du film, ou carrément les spectateurs de Jordan Belfort dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, voyez-le, vous comprendrez ce que je dis. Donc voilà, et ça c'est très 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 touchant, parce que ça, voilà, je suis sorti de la salle avec le plaisir d'avoir été interrogé sur quand bien même on serait
peu croyant sur des questions de moralité ou d'amoralité du coup qui sont quotidiennes même dans le monde actuel. Mais moi, je nuancerais un petit peu quand tu parlais tout à l'heure quand Andrew Garfield disait qu'en gros, l'apostasie, c'est clair et net. Il ne faut surtout pas, par exemple, marcher sur une figure de Jésus ou de la Vierge Marie et tout ça. Justement, à un moment dans le film, les paysans japonais disent oui, on va nous obliger à marcher sur le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on marche dessus, on est apostat et donc Dieu va nous détester et on sera plus chrétien. Et à ce moment-là, le personnage d'Andrew Garfield dit c'est pas grave, marchez dessus tant que vous croyez, ça va. Et justement, il y a un conflit à ce moment avec le personnage d'Adam Driver qui lui est radical. Il dit non, surtout pas. Ne marchez pas sur les figures de Jésus. Et ça revient plus tard par rapport au personnage d'Andrew Garfield où il se retrouvera forcément à un moment dans cette situation-là et où en gros ce petit geste, c'est ce que le personnage de Tanonobu Asano propose. Il dit c'est pas grave, c'est juste une formalité. C'est une formalité, c'est juste un geste. Mais justement, c'est tellement simple, c'est tellement un geste anodin que tout l'enjeu est là. Ouais. C'est tellement facile. Hop, tu poses un pied sur une plaque et c'est fini. Et après, tu peux repartir chez toi. Et justement, il y a un personnage japonais qui par rapport à ça, qui revient tout le temps et qui a l'air de s'en foutre complètement et qui dévoie la foi chrétienne. Mais qui est un personnage d'ailleurs qui est d'une ambiguïté totale. Assez incroyable. C'est vertigineux. Parce qu'en plus, au début, on te le présente un peu comme une sorte de... Donc c'est un personnage qui leur sert de guide, qui rencontre en Chine. Donc c'est un personnage qui leur sert de guide pour naviguer vers le Japon. Et ensuite, trouver le village des chrétiens au Japon. Et c'est un personnage qui, au début, se présente comme un personnage fonction. Ensuite, un personnage qui nuance un peu le rapport... parce qu'on lui explique un petit peu son passé, son background. Voilà, on comprend que c'est un ancien catholique qui a apostasié, etc. Bon. Et c'est un personnage qui revient tout le long du film, alors qu'on ne s'en doute pas forcément au départ, et qui nuance énormément sur l'apostasie, sur le petit geste dont tu parlais, etc. Et d'autant que c'est bien que tu aies parlé justement de ce détail, de ce que Andrew Garfield dit à propos marchez dessus, marchez, faites-le, c'est pas grave. C'est que le film nuance, et encore une fois, c'est ça qui est important comme terme, c'est qu'il nuance le rapport à la religion, entre le rapport de l'intime, ce que tu crois intimement, et ce que tu affiches. On va dire le physique contre le mental, je sais pas, le physique contre le psychique, presque, on peut dire ça. Toutes les scènes de torture, c'est ça, justement. Voilà, et le film le nuance énormément. Encore une fois, c'est toujours, on va pas rappeler pourquoi, mais c'est un débat qui est d'actualité pour mille et une raisons. Enfin, c'est pas un débat, c'est un thème qui est d'actualité pour mille et une raisons, plutôt. Et voilà, et Scorsese le nuance, encore une fois de manière subtile, encore une fois de manière sans juger, parce que, par exemple, on n'arrive pas vraiment à savoir ce que Scorsese pense de la fameuse procédure, de la fameuse formalité de marcher sur la représentation de Jésus. Parce que Scorsese le filme de manière assez neutre, sauf à un moment précis, mais on ne dira pas pourquoi. Et Scorsese le filme de manière assez neutre, il ne fait pas des caisses sur le plan, etc. Non, souvent c'est un plan fixe, hop, avec un petit raccord sur un autre plan, enfin c'est que des plans fixes très sobres, il n'y a pas de grands effets. Il n'y a pas de sorte de sacrifice, etc. En plus, il y a la musique, on va en parler aussi, de la musique qui est super sobre. Voilà, il y a une poignée de chants, il y a quelques chœurs à quelques moments qui sont à peine perceptibles. C'est-à-dire que c'est même pas une musique qui va accompagner ou contredire ou qu'importe l'image. C'est une sorte d'écho lointain. Le travail sur le montage musical est très 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 curieux parce que la musique est vraiment à peine perceptible. C'est-à-dire, sitôt on se dit il y a une sorte de chœur, on se dit c'est marrant, là j'entends un chœur. Sitôt qu'on se l'est dit, la musique a disparu. Et ça joue d'autant plus sur ce fameux silence de Dieu face auquel les prêtres font face, parce que Dieu est là et partout, mais on ne l'entend pas, quoi. Et justement, ils sont coincés par rapport à ça au moment où ils doivent apostasier. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu n'intervient pas, il ne nous parle pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est tout seul, quoi. Et justement, Scorsese joue sur cette solitude à des personnes qui sont au bord de l'apostasie. Ils sont face à cette petite figure devant laquelle ils sont obligés de marcher dessus. Et ils sont forcés parce que soit c'est la torture et la mort,
soit c'est la survie, mais dans la honte d'avoir renié sa propre religion. Parce que si on renie sa propre religion, qu'est-ce qu'on peut renier après, quoi? Parce qu'on peut tout renier après. Et on a pu, parce que la religion, c'est un truc C'est un fondamental chez socle. chacun. C'est un socle de base, de vie sociale. Et si on est prêt à renier ça, bah, on vaut pas grand-chose. Et justement, c'est un vrai film sur la conviction, sur des valeurs dans lesquelles on croit et dans lesquelles on tient. Et justement, ces séquences-là, c'est juste un tout petit geste. C'est pas grave, ça marche dessus, mais c'est une formalité, c'est fait. Et puis, mais justement, c'est tellement simple. Bah, on en revient un peu comme dans Star Wars, c'est tellement facile de tomber dans le côté obscur, alors que pour rester du côté de la lumière, c'est un chemin beaucoup plus dur, beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Et là, l'apostasie, c'est juste un petit geste, c'est pas grave, tout va bien après. Non, non, justement, c'est ça qui rend d'autant plus terrible les enjeux de Silence, c'est que sur un geste qui ne représente rien visuellement, ça a tellement d'enjeux derrière que c'en est vertigineux pour moi, et c'est ça que je trouve extraordinaire, quoi. Voilà. Et d'autant plus que le film, et c'est ça qui est beau en fait, a une certaine répétitivité en fait. Donc le film dure 2h40, 2h43 je crois. Ouais. Le film a une certaine répétitivité. On passe, je vais schématiser un petit peu, mais il y a pas mal de séquences où on passe de dialogue à des scènes de torture, à des dialogues, à une scène de torture, à une confrontation, etc., etc. Évidemment, c'est pas que ça, la schématise. Mais ce côté répétitif, qui je pense est délibérément voulu, implique aussi, je trouve, vachement le spectateur dans la difficulté morale de ça. Le film devient pas pénible, mais parfois éprouvant. Mais dans le bon sens à regarder. Parfois, j'apprécie qu'un film puisse être éprouvant. Parfois, le film est éprouvant à regarder dans ce côté répétitif de dire on ne va jamais s'en sortir dans le dialogue, parce que d'un côté, il y a un personnage qui dit que le catholicisme ne peut pas prendre racine au Japon. Et de l'autre, il y en a un autre qui croit dans sa mission, qui croit que c'est qui toujours continue possible. à penser que fut-il un temps, il y avait 300 000 convertis, au Japon, pourquoi ça ne marche plus, etc., etc. Et le film continue à imposer cette répétitivité jusqu'à un moment précis où il va briser la boucle avec une rencontre particulière. Qui rend d'autant plus. Est-ce qu'on peut le dire, parce qu'elle est annoncée assez tôt. Bon, on va un peu spoiler, donc allez voir directement le lien sur American Honest si vous ne voulez pas qu'on vous spoile plus, mais voilà, on vous laisse encore quelques secondes, mais donc voilà. Il y a une rencontre plus tardive avec le personnage de Liam Neeson, donc qui était l'objet, la personne originelle de la quête pour laquelle Andrew Garfield et Adam Driver sont allés au Japon afin de retrouver ce prêtre qui vraisemblablement a apostasié et vit à la japonaise. Donc Andrew Garfield finit par le rencontrer. Et il y a un dialogue qui met enfin les choses au carré, parce qu'il y a entre guillemets un dialogue d'égal à égal. Quand je dis égal à égal, je veux dire d'occidental à occidental, de catholique à ex-catholique, même en plus d'élève à mentor, parce que c'est son mentor. Puis Liam Neeson, c'est lui le converti à ce moment-là, quoi. Et Liam Neeson, c'est à son tour le converti, qui est un dialogue qui soulève de nouvelles questions qui ensuite que le dernier acte du film va trancher. Non, justement, va jamais trancher, mais enfin oui et non. Mais et donc ce dialogue, c'est là où Liam Neeson nuance tout le rapport au catholicisme qu'ont les Japonais. Certes, il y a eu des convertis, mais quels convertis? Sont-ils vraiment des convertis? Est-ce qu'ils ont bien compris le catholicisme? Et là, on revient au personnage de Kichijiro, justement, qui revient tout le temps pour l'apostasie. Et pour lui, c'est comme si c'était une formalité que se faire absoudre après. Lui, par exemple, il cherche à chaque fois la confession. Confession pour pouvoir se faire absoudre de ses péchés. Qu'est-ce que ça représente pour lui le catholicisme? Qu'est-ce que Deus ça représente pour ces Japonais qui, lorsque le Saint François est arrivé au Japon, les Japonais ont cru que Dieu c'était le soleil, etc., etc. Enfin, avec des conflits de langage en plus, puisque le personnage, les catholiques n'apprennent pas le japonais, ils apprennent le portugais et le latin, le portugais qui dans le film est l'anglais, mais ils apprennent le portugais et le latin aux Japonais, mais eux n'apprennent pas. Un peu comme ça fait un petit peu une résonance avec 1492, le film, quand Christophe Colomb va en Amérique,
que beaucoup plus tard, quand son paradis, quand le nouveau monde s'effondre, etc., entre guillemets, son meilleur ami indigène lui fait remarquer qu'il n'a jamais appris à parler la langue indigène, etc., etc. Donc ça nuance, cette rencontre avec Liam Neeson nuance énormément de choses, participe au basculement qu'il y a ensuite avec Andrew Garfield sur la double vie qui va mener entre le Japon et enfin le bouddhisme, et bien qu'ils ne deviennent jamais vraiment bouddhistes, mais entre le Japon et le catholicisme. Et voilà, il y a de nouveau des ambiguïtés. Est-ce qu'il poursuit sa foi? Est-ce qu'il est toujours croyant? Il y a des indices. Scorsese laisse plein d'indices, mais plusieurs contradictions aussi. Il tranche pas vraiment. Même le dernier plan, on pourrait penser que c'est très représentatif, que c'est. Pour moi, ça reste assez clair quand même. C'est très démonstratif, clair. Etc. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres ambiguïtés que tout ça soulève. Bon, bref. Silence, c'est à voir absolument. Voilà, silence. Même si c'est très austère. Voilà, c'est très austère. Ça n'empêche pas aussi la grande formalité, comment dire, le grand talent de formaliste qu'il y a dans le film au niveau, on n'en a pas parlé, mais au niveau de la photo, où il y a un travail qui est exceptionnel. Il y a un travail qui est exceptionnel, qui ne rend pas le film est magnifique, mais le Japon, enfin, il ne rend pas Scorsese ne fait pas le touriste au Japon. Non. Il va pas filmer les cerisiers roses, etc. Mais en plus, on est perdu un petit peu dans la montagne, dans la brume en permanence. C'est un film qui est très brumeux, qui est quand même magnifique. Enfin, moi, par exemple, j'ai trouvé que c'était un film. Après, ça regarde chacun. Mais moi, je trouvais que c'était un film qui était sidérant au sens premier. C'est-à-dire que j'ai été sidéré par la puissance de l'image. Il y a des images qui nous restent longtemps après le film. Et du coup, voilà, cette sidération qui est parfois presque... du coup, ça coupe un peu le côté, la thématique de la foi, le côté divin, etc. Donc voilà, la photographie, les décors, tout le truc des costumes, etc. Scorsese travaille de nouveau avec son chef de décorateur, qui est Dante Ferretti, qu'on ne présente plus parce que le gars a quand même collaboré avec tous les Italiens, Pasolini, je sais plus, Elio Petri ou Marco Bellocchio. Enfin, il a une carrière qui est longue comme le bras, et bon, ça fait quand même plaisir que. Et le travail sur la direction artistique du film est formidable. C'est-à-dire qu'on est dans un film d'époque, mais on n'est pas du tout, pour le coup, on n'est pas du tout dans un truc démonstratif qui va dire voilà, regardez ma fresque, regardez mes costumes, etc. Tu as une authenticité là-dessus qui est très très belle. Les seuls plans, on va dire, magnifiants, ils sont au tout début. Notamment, quand on a le personnage de Ciaran Hinds qui les envoie, on a un plan qui domine. On est encore en Chine à ce moment-là, mais le Japon, c'est resté encore lointain. Et une fois qu'on arrive au Japon, c'est des plans de montagne. Soit on est dans la brume, soit on est dans les hautes herbes, soit on est dans la nuit. Enfin, on a rarement des plans qui dominent toute une région, magnifiant. Enfin voilà. Voilà. Donc voilà, moi j'ai été vraiment très touché par Silence, qui je pense est un beau film qu'il faudra décanter et qui peut-être même réévaluer un jour, parce que c'est un film qui divise vraiment. C'est clair. Je dis réévaluer parce que je pense qu'actuellement, et encore c'est un moyen de gain, mais on est tout juste en train de réévaluer La Dernière Tentation du Christ, qui a vraiment été très mal accueilli quand il est sorti. Et puis Kundun aussi, qui n'a pas été très bien accueilli. Qui a un petit peu oublié. Ouais. Donc voilà, de toute façon, les films sur la religion, c'est toujours très très compliqué, même si j'ai pas adoré le Mel Gibson, il en a fait les frais, par exemple. Même si... D'ailleurs, c'est intéressant que Andrew Garfield, coup sur coup, c'est clair. Coup sur coup, joue deux rôles assez proches de Jésus. Voilà, deux rôles pleins de ferveur. Donc voilà, c'est un très beau rôle. On pourrait encore passer un certain nombre de temps sur beaucoup de points à aborder. On n'a pas parlé d'Adam Driver, donc, qui a un rôle petit mais pas complètement, qui a quelques scènes très très fortes et qui prouve encore une fois que c'est un super acteur. Dans un premier temps, j'ai regretté de me dire ah merde, pourquoi Adam Driver n'a pas le rôle de Andrew Garfield. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal avec Andrew Garfield au début, mais il passait un cap. Je trouve qu'il s'est assez bien approprié le personnage. Ça reste évidemment, c'est pas le meilleur acteur qui est dirigé Scorsese, mais je pense qu'il en a réussi à tirer le meilleur qu'on n'a jamais eu ailleurs. Puis voilà, Garfield est, je trouve, assez volontaire, arrive à maîtriser un petit peu ses élans, parce que souvent il a une tendance à en faire des caisses, à bouger son cou, etc. Il arrive à le nuancer, notamment entre le début et la fin du film, parce qu'au début il est assez excentrique, etc. Et à la fin du film, il arrive à être très posé, voire même parfois il fait un petit peu de sous-jeu, etc. Bon, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, encore une fois, c'est des nuances, plein de nuances. Je trouve que c'est ça le film de Scorsese,
C'est énormément de nuances qui, moi, m'ont beaucoup touché. Voilà, donc Silence de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tanobu Asano, sorti grâce à Metropolitan Film en France, donc le 8 février 2017, Silence de Martin Scorsese. Sorti également le même jour dans les salles, American Honey, qui était présenté, qui était en compétition d'ailleurs au Festival de Cannes de 2016, voilà, j'allais dire de cette année, qui était en présentation au Festival de Cannes 2016, donc d'Andrea Arnold qui avait réalisé notamment Fish Tank et qui est avec Michael Fassbender. Donc cette fois, on retrouve Shia LaBeouf, Sacha Lane, tout ça qui vont sur les routes de l'Amérique pour gagner des sous-sous un petit peu en marge de la société. Moi, j'ai un peu détesté le film, j'ai trouvé ça abominable pendant 3 heures et que toi, t'as plutôt bien aimé. J'ai imposé le film, le film à Alexis. Moi, j'ai gardé le silence. Quoi. Je donnerai quelques mots. On va en parler un peu. Vas-y. Donc le film, c'est une sorte de road trip dans l'Amérique profonde. C'est un film qui ressuscite un petit peu l'Americana. C'est l'Americana, mais d'aujourd'hui quand même. Quoi. Voilà, d'aujourd'hui quand même. Qui est un courant qui revient un petit peu à la mode grâce à une poignée de cinéastes dont Jeff Nichols fait partie, qui ont ressuscité un petit peu, ou David Gordon Green, que j'adore pas forcément, mais qui ont ressuscité un petit peu cette culture de l'Amérique profonde vue à travers le cinéma, donc ce que autrefois ont fait John Ford ou d'autres. Et voilà, donc évidemment c'est complètement transformé dans American Honey, donc c'est un road movie qui est à ses airs un petit peu de jeunesse débridée, de questionnement sur l'absence de futur, sur l'absence de possibilités, etc. Mais paradoxalement, c'est un film qui est plein de possibilités et de questions, etc. En fait, j'ai été touché par le film sur son portrait qui fait de la société américaine, qui est assez ambigu, mais qui n'est pas du tout dénué de beauté naïve. Le personnage de Sacha Lane, donc, qui s'appelle Star, qui est recruté par une bande de vendeurs d'abonnements de magazines dans laquelle Shia LaBeouf fait partie. C'est un film qui est énormément basé du coup sur les rencontres que ces différents vendeurs vont faire à droite à gauche dans les 4 coins de l'Amérique profonde, au Texas, au Kansas, etc. Et c'est assez étonnant parce que Andrea Arnold ne s'engouffre pas dans certains clichés qu'il aurait été tentant de faire. C'est-à-dire que tu as beaucoup de rencontres qui dans d'autres films auraient mal tourné. Par exemple, à un moment, l'héroïne Star s'embarque avec 3 Texans. Ouais. 3 Texans, jeans, boots, des vieux Texans riches, des vieux blancs riches, chapeau blanc, etc. Elle s'embarque avec eux. C'est typiquement une scène qui aurait mal tourné chez un autre cinéaste. Et ici, je trouve qu'Andrea Arnold la tourne très très bien parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté. Évidemment, la scène va peut-être mal tourner, on ne le sait pas. Elle est coupée courte, mais il y a une ambiguïté parce que, pareil, Arnold on pourrait croire qu'au début, elle joue ces personnages qui sont un peu ces Américains méprisables, riches, qui foutent rien, qui ont de l'argent à claquer, qui n'ont rien à faire à part des barbecues et des murges entre amis. Et Andrea Arnold est très nuancé. Par exemple, tu as une autre rencontre qui, là pour le coup, je trouvais la plus belle du film, avec un camionneur américain, où tu as une scène de 5-10 minutes, plus ou moins courte, sur les 2 personnages, donc Star et le conducteur du camion, qui s'échangent leurs pensées sur qu'est-ce que c'est leur rêve américain à eux, sur un fond de Bruce Springsteen, qui est très, 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 très belle. Et en fait, voilà, j'ai été séduit par cette simplicité du film, quand même il a tendance parfois à un petit peu trop en faire sur certains artifices, parce que c'est un film qui est tourné en 1.33, oui. Parce que c'est un film qui... Voilà, donc toi, ça t'a gavé. Non, moi, ce qui m'a rapidement gavé, autant tu parlais de la redondance dans le Scorsese, autant moi, la redondance dans l'American Honey, moi, j'en pouvais plus, parce que justement, on passe de séquence en séquence, puisqu'on voyage avec eux dans leur camionnette, on est caméra épaule avec Andrea Arnold, on a même l'impression que c'est des toutes petites caméras DV qu'elle a avec elle, et qu'elle trimballe, on a l'impression d'être avec eux dans leur camionnette, où ils écoutent du Rihanna à fond, parce que, ok, des fois, il y a du Bruce Springsteen, mais genre 1% du film, tout le reste du temps, c'est que de la chanson pop que je
déteste. Donc moi, à ce moment-là, j'étais en dehors du film. Je comprends ceux qui adorent Rihanna, Katy Perry, ils peuvent adorer le film. Moi, ça m'a complètement sorti. Et sachant que le film il dure 2h30 et que tu l'entends 2h40 même. voilà, 2h40 et que tu l'entends à fond à chaque fois que tu passes d'une séquence à l'autre, comme il voyage en permanence. Moi déjà, ça m'avait sorti du truc. Mais le truc un peu qui était compliqué pour moi, c'était que donc on suit donc ces jeunes qui sont en marge de la société. Et en gros, leur leitmotiv, c'est oui, le système américain, il nous vend de la merde, c'est pas l'argent qui nous apporte le bonheur, en quelque sorte. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Bah, c'est ils gagnent de l'argent en vendant des abonnements de magazines et en gros, ils rapportent l'argent à leur patronne qui dirige cette petite association. Et ils font que ça toute la journée. Ça veut dire, bon, après, chaque nuit, ils se murgent pour faire la fête, pour oublier la journée de merde qu'ils ont eue en vendant des abonnements à des personnes débiles pour eux. Et, et c'est reparti, et ça recommence, et ça recommence. Donc évidemment, au gré des rencontres, le film évolue, puisque forcément, ils ne rencontrent pas tout le temps les mêmes personnes. Parce qu'à un moment aussi, tu vois, il y a des personnages intéressants comme le camionneur et tout ça, mais à côté, bah, on va faire chier la bourgeoise de banlieue où la fille a fait des vieilles positions lascives alors qu'elle a juste 10-12 ans, quoi. Donc voilà, il y a aussi un petit côté méprisant on va dire, l'Amérique bien pensante par rapport à ces pauvres jeunes qui sont abandonnés dans un système marginal, quoi. Ah, Donc je trouvais que c'était un petit peu... après, c'est vrai, il y a pas ça se tirait un petit peu une balle dans le pied, quoi. cette scène, non, ouais, non, mais la scène dont tu parles, en effet, qui est une confrontation. Il y a une ou deux comme ça confrontations avec quelques bourgeois américains qui sont pas exceptionnellement subtils. Après, je trouve que le film Ouais, puis même au côté, à un moment, ils font passer les filles comme des prostituées auprès des gars qui bossent dans une, je crois, c'est un truc de pétrole ou tout ça. dans un champ pétrolier. Non, enfin voilà, tu vois, d'un côté, ils disent ouais, c'est la vie est géniale quand on vit comme des clodos, mais quand tu regardes quand même au fond du truc, tu fais ouais, bon, bah, finalement, oui, c'est pas sympa, mais quoi. justement, mais après, c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que le film voilà, le film ne vantait pas non plus cette entreprise comme un truc formidable, notamment parce que la nana qui s'en occupe, donc Crystal, c'est comment dire, une personne assez détestable. Mm. Euh, et ce qui attire d'ailleurs en premier lieu, le personnage de Star dans cette aventure, c'est surtout parce qu'elle tombe un petit peu sous le charme Shia, quoi. du côté Shia LaBeouf, qui est le type qui est complètement imprévisible, lui. En dehors du système, autant l'acteur autant l'acteur que le personnage, quoi. Mais voilà, et après, je trouve que André Arnold nuance pas mal le portrait qu'elle fait, parce que c'est quand même un peu tous des débiles, voire Oui, même. ils sont touchants. Oui, ils sont touchants, mais il y en a certains qui ont l'air un peu attardés quand même. Voilà. Et André Arnold le cache pas. Après, ça n'empêche pas d'avoir de la tendresse pour eux, comme pour le portrait qu'elle fait de l'Amérique, où, par exemple, quand ils vont chez ces ouvriers qui bossent dans les champs de pétrole, etc. Où, évidemment, quand les filles arrivent pour leur vendre des magazines, ils croient que ce sont des prostituées, etc. Il y en a un du coup qui propose à l'héroïne de 1000 dollars pour se la taper. Bon, et la scène de prostitution, c'est assez marrant parce que Andrea Arnold, je trouve que finalement elle nuance pas mal ça, elle juge pas tant que ça la scène, qui aurait pu se dérouler largement autrement. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant en fait. J'ai pas forcément adoré le traitement, mais j'ai trouvé ça assez étonnant parce que le film n'a pas, en quelques points en tout cas, il n'a pas évolué dans la direction dans laquelle je m'attendais, et tant mieux. Même si encore une fois, tu as les scènes avec les bourgeois qui sont un peu relous, tu as quelques trucs avec les ouvriers, c'est pas subtil. Puis même, elle arrive chez les pauvres où les enfants ils sont laissés à eux-mêmes. Enfin, voilà, Oui, voilà, ça en fait des caisses sur l'Amérique. T'as une séquence horrible, en effet où l'héroïne tombe sur une maison, donc dans un quartier pauvre, où les enfants sont laissés complètement à l'abandon par une mère qui est complètement shootée, etc. Bon, qui est certes une réalité qui existe, mais sur laquelle André Arnold n'est pas forcément subtil. Mais on va dire que le portrait qu'elle arrive à faire d'ensemble de je sais pas, cette Amérique profonde qui plouque, pour lequel elle arrive néanmoins à avoir de la tendresse, parce que je sais pas, il y a une sorte de presque de dire bon, c'est une culture beauf, mais c'est une culture quand même, et ça représente un héritage américain
quand même, etc. Moi, ça ressemble plus à une côté dégénérescence, quoi. Non, mais il y a un peu de ça aussi. Tu vois, comme chez les personnages, certains c'est dégénéré, ça les empêche pas d'être un petit peu attachants. Non, mais tu vois, par exemple, le personnage de Star, moi, ce qui me pose problème avec elle, c'est que, tu vois, leur aventure, elle leur est vendue comme un côté, bah, c'est un trip de liberté, quoi. C'est bon, bah, c'est le road movie, c'est une ode à la liberté, normalement. Et eux, ils sont justement prisonniers de cette rentabilité qu'ils doivent avoir, parce que s'ils rapportent pas suffisamment Ah d'argent, oui, bah, ils bah, sont laissés sur le côté de la c'est- route, c'est- quoi. c'est- Et en fait, Star, justement, elle cherche à la fois, je pense, elle cherche une famille, justement, à laquelle se rattacher. Donc, elle se rattache à ce groupe-là. Mais, donc, et elle garde, donc, justement, cette envie de liberté. Et pourtant, elle se rebelle jamais contre le système que Crystal, justement, lui impose. Elle se rebelle seulement quand bah, Shia LaBeouf, il est plus amoureuse d'elle, quoi. Enfin, tu vois, bah, c'est ça qui m'a fait chier parce le- que déjà j'étais sorti du film par rapport un petit peu au concept de base, mais en plus j'arrivais pas à m'attacher au personnage parce que ils avaient pas, en tout cas leur motivation n'était pas logique en quelque sorte, le quoi. truc, c'est que t'as un petit peu voilà, le côté, t'es un personnage compressé, c'est-à-dire que bah, t'as envie d'envoyer chez la patronne et l'entreprise qui est de la merde, etc. Mais d'autre côté, t'as aussi besoin de cash pour vivre, parce Oui, que voilà, mais si tu veux être libre en même temps, Star, elle voilà. a nulle part où aller, tu vois, la Hmm. scène d'ouverture, elle fait les poubelles, Oui, voilà. etc. Elle a nulle part où aller, et puis elle a son rêve, tu vois, qu'elle Hmm. aimerait bien monter, qui est un rêve simple, qui est juste d'avoir une baraque et un jardin, quoi, Hmm. d'avoir sa terre, en fait, qui est un peu le, Le principe même de l'American voilà, Dream. la base du rêve américain, pas le rêve américain grandiloquent, juste le rêve américain du nouveau monde, le truc dans les westerns, d'avoir son petit lopin de terre Hmm. et sa petite maison, quoi. Et voilà, il y a cette compression en mode j'ai envie de tout envoyer chier, le truc est pourri, enfin le système en elle-même, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, on te vend ça comme un trip de liberté, mais en fait, c'est une entreprise comme une autre avec des Hmm. exigences de rentabilité, Et si euh, t'es pas rentable, avec de bah, l'humiliation du t'es viré, personnel, quoi. avec bah, on te laisse au bord de la route, on te laisse crever si t'es pas rentable, etc. Donc avec une vraie ambiguïté là-dessus. Et voilà, et en parallèle, bah, le besoin du cash, le besoin d'exister, tout simplement, le besoin d'avoir une famille aussi, parce que finalement, elle a que ça. Donc, est-ce qu'elle va accepter ce que ça implique et ainsi de suite, de manière à ce que, ben, pour le coup, contrairement à Scorsese, peut-être André Arnold juge un petit peu, mais malgré tout, je la trouve assez évasive sur. Alors, du coup, c'est ce que t'as pas aimé, mais je la trouve assez évasive sur, ouais, sur le rapport du personnage de Star à cette petite communauté, quoi. Hmm. Bon, bah, on vous laisse vous faire votre propre avis donc, sur American Honey de André Arnold, donc avec Shia LaBeouf, avec Sacha Lane, qui joue le rôle de Star. Je crois pas qu'elle a fait beaucoup de films avant. Je crois que c'est un de ses premiers rôles, donc allez le voir. C'est distribué par Diafana, donc depuis le 8 février 2017. Également dans les salles du Silence et des Ombres, alias To Kill a Mockingbird en anglais, donc réalisé par Robert Mulligan, donc grand film qui est ressorti par Lost Films. Pourquoi il faut le voir au cinéma, Marc? Pourquoi il faut revoir absolument ce film? Pourquoi il faut le voir au revoir pour plein de raisons. C'est Du silence et des ombres. C'est l'adaptation d'un roman plus ou moins connu, assez connu aux États-Unis de Harper Lee, qui en français, je crois que le roman a été titré Ne tirez pas sur C'est l'oiseau L'Oiseau moqueur. Moqueur, voilà. Donc voilà, donc, qui est un film que Robert Mulligan a réalisé, si je ne me trompe pas, en 1962, avec Gregory Peck, qui se passe, bah, là on parlait d'Amérique profonde, donc là on retourne dans l'Amérique profonde, L'Amérique post-sudiste, voilà, là on y est encore. qui, qui est une sorte de conte à hauteur d'enfant, puisque le film est un long souvenir en fait que le personnage principal a de son enfance et de son père, qui est Gregory Peck, donc qui est avocat, notamment impliqué dans une affaire criminelle où un noir est accusé. La euh, viol. voilà, un noir est accusé de viol. Gregory Peck, qui va être l'avocat de la défense. Donc le film parle évidemment de la culture ségrégationniste américaine, du racisme, Mm. des problèmes de l'Amérique profonde Parce que en elle-même. justement, l'accusation de ce noir, c'est juste une accusation de parole, puisqu'il n'y a Oui, aucune preuve voilà, matérielle et tout c'est ça. une Et parole voilà. contre une autre, etc. C'est un peu comme ce que John Ford a fait dans Le Sergent Noir, par Mm. exemple. Et donc voilà. Et donc à partir de ça, c'est
comment dire, c'est un conte qui se tisse autour. Je dis conte parce que voilà, le film est vraiment un petit peu à hauteur d'enfant, un petit peu vraiment comme un souvenir. Euh, c'est extrêmement beau la manière avec laquelle c'est fait, avec la manière avec laquelle Robert Mulligan met très simplement en scène les choses sans jamais perdre de vue le regard des enfants qui est toujours là quelque part. Évidemment, le personnage principal du film ne sont pas les enfants, ça reste Gregory Peck. Ouais. Mais les enfants sont toujours quelque part là. Gregory Peck, c'est le héros de leur histoire. Voilà, c'est le héros de leur histoire. Ce sont des témoins, on va dire. Ce sont des témoins de ces événements qu'ils ont vécus dans le Sud. Donc Robert Mulligan, déjà il y a un point que je vais tout de suite mettre en avant parce que je trouve que ça joue énormément dans le film, c'est la musique. Oui. Voilà. C'est la musique de Elmer Bernstein. Donc Elmer Bernstein qui était un très grand compositeur des années 50-60, on lui a la musique des 7 mercenaires, on lui a la musique des 10 commandements, etc. etc. Et qui ici a composé une sorte de... Tout le thème du film est une comptine, une sorte de ballade. La musique est très légère. Voilà, qui fait presque penser... Enfin, moi, la première fois que j'ai vu le film, il y a quelques années, j'avais repensé un tout petit peu à la musique d'Alan Silvestri de Forrest Gump, qui, voilà, pour des raisons évidentes, a ce côté un petit peu... un point de vue candide sur des événements graves. Forrest Gump, par exemple, le point de vue candide de Forrest Gump sur la guerre du Vietnam. Ici, il y a aussi cette opposition entre le candide de la vision des enfants et le grave d'être, voilà, on est en pleine affaire raciste dans l'Amérique profonde, dans l'Amérique qui se veut l'Amérique puriste, donc ce qu'il y a de meilleur dans les valeurs américaines, ce qu'il y a de plus pur, etc. Mais qui est une Amérique xénophobe, qui est une Amérique qui a peur des voisins qu'on ne connaît pas trop, etc. Parce qu'il y a toute une sous-intrigue là-dessus, etc. Donc qui est un film... Je dirais pas que c'est un film pour enfants, mais qui est un film qu'on pourrait presque destiner quand même à un jeune public, etc., qui est très beau, très doux, très clair quand même dans ce que ça raconte. D'autant, faut pas oublier que non plus le film est sorti en 1962. 1962, on est en pleine période, Martin Luther King, on est en pleine... combat pour les droits civiques et tout ça. On est en pleine période de combat pour les droits civiques. Le film se déroule dans la période post... j'ai pas précisé, mais le film se passe dans la période post-récession. Donc on est après la crise de 29, en plus on est dans l'Amérique pauvre. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, l'Amérique pauvre qui redevient extrêmement... qui se replie sur elle-même. Donc on aura tout le loisir de faire des parallèles avec l'Amérique contemporaine, ce qui n'est pas forcément inintéressant à faire. Donc voilà, et aussi c'est beau à découvrir parce que Gregory Peck a toujours été extrêmement bon dans cette figure patriarcale. Je dis pas patriarcale dans le sens c'est le mec qui décide pour les femmes. Non, je dis patriarcal dans le sens le patriarche, le côté paternel en fait. Protecteur, voilà. Que Gregory Peck a toujours sublimement bien fait. Ici, il le fait avec énormément de tendresse. Je trouve que c'est un de ses plus beaux rôles. Par rapport à lui, ce qu'il faut dire, c'est aussi le film, il fait partie de cette grande tradition du genre du film de procès. Voilà. C'est ce que Hollywood a réussi à faire, c'est des films de procès, c'est un genre particulier, et ce film-là fait partie, on va dire, dans le top 10, on va dire. Voilà, quand bien même, t'as une scène de procès qui ne fait pas tout le film, entre guillemets, mais qui est un des cœurs du film. C'est un des fils rouges du film. Voilà, des fils rouges du film, tu le dis très bien. Les Américains ont en effet été très forts pour ce sous-genre, entre guillemets, qu'ils ont créé, qui est le film de procès. Donc là, on peut trouver... chez Stanley Kramer, il y a Procès de singe. Chez Otto Preminger, il y a Anatomie d'un meurtre, etc. Enfin, vous ne manquerez pas de films de procès et ils sont souvent assez formidables. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, le procès, il est aussi capté depuis les enfants qui assistent quelque part en haut dans le rang des spectateurs, etc. Donc encore une fois, la communauté noire locale. Avec la communauté noire. Voilà. Donc encore une fois, il y a toute cette opposition entre la froideur d'un procès pour une question de viol et avec une question de racisme sous-jacent et le regard des enfants sur leur père qui est du coup un petit peu qui devient un héros, le défenseur des opprimés. Leur héros à eux et le héros de la communauté, même si la communauté ne l'accepte pas, qui est du coup qui essaie d'être un souvenir heureux, parce que donc comme j'ai dit au début, tout le film c'est un souvenir, c'est quelqu'un qui se remémore ses jeunes années passées dans le Sud.
Et aussi, enfin, parce que c'est un très beau film d'un réalisateur dont on parle peu souvent, qui est Robert Mulligan, qui a réalisé donc pas mal, un certain nombre de films, notamment un autre qui est sorti, un autre film oublié qui a été réédité en Blu-ray il n'y a pas longtemps. Si vous pouvez le voir, c'est L'Autre Mm. de Robert Mulligan, qui est un film d'angoisse, d'horreur, je ne sais pas trop comment le définir, qui se passe aussi dans un contexte qui n'est pas si éloigné que ça, parce qu'on est dans l'Amérique profonde, etc. Encore avec des enfants. Avec des enfants, d'ailleurs, tu fais très bien de le préciser. Du coup, dans L'Autre, on a un film d'horreur à hauteur d'enfant, enfin un film d'angoisse plutôt à hauteur d'enfant. Là, dans Silence et des ombres, on a un film de procès. Un film de procès à hauteur d'enfant. Donc voilà, c'est un très beau conte. Je pense que c'est un petit peu le mot à garder là-dessus. C'est un conte moral pour le coup. Parce qu'il y a même un monstre aussi. Oui, d'ailleurs, tu fais très bien de préciser. Il y a une histoire de monstre, une histoire de mystère. Donc il y a vraiment, Robert Mulligan a très très intelligemment inscrit dans son film ce côté de conte enfantin, avec une morale aussi. Mais par exemple, sa morale, il y a toujours ce risque sur les films qui abordent la question du racisme, de la ségrégation, etc., de la morale. Évidemment, on ne va pas dire que c'est mal de dénoncer le racisme, surtout en 1962, mais il y a un certain nombre de manières de le faire. Et Robert Mulligan le fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. C'est-à-dire que son film a une moralité, mais elle n'est pas... je ne saurais pas comment dire, elle n'est pas... elle n'est pas imposante. Voilà, elle n'est pas imposante. Elle est juste. Voilà, elle est juste. Donc voilà, extrêmement beau film de Robert Mulligan, qui est une photographie noir et blanc d'ailleurs, à tomber par terre. La restauration est très 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 belle. Donc voyez-le. Voilà. C'est un beau film de frontière aussi entre la fin du classicisme américain, parce que le film est sorti, voilà, on est dans le début des années 60, donc c'est la fin du classicisme américain. On est à quelques années de l'émergence du nouvel Hollywood, dont Robert Mulligan fera aussi partie. Donc c'est un beau film de transition sur ces deux époques. C'est un beau film de transition sur deux époques à l'intérieur du film. Donc voilà. Voilà, donc Du Silence et des ombres, sorti dans les salles le 8 février 2017 grâce au distributeur Lost Films. Côté DVD maintenant, côté vidéo, on va vous parler d'un film qui nous avait beaucoup plu à sa sortie, qui était un petit film français mais qui était vachement intéressant. C'était Mercenaires de Sacha Wolf, qui avait été aussi présenté à Cannes, je crois, dans la session qui était Semaine de la Critique, qui était Semaine de la Critique, et donc qui avait fait assez peu d'entrées en salle, tout ça, mais qui est vachement bien. Donc Mercenaires, ça nous raconte quoi ? Mercenaires, donc qui narre l'histoire d'un... C'est un Samoan, je crois. Pardon, je vais reprendre. D'où il vient ? Les îles Samoa, enfin... Non, mais les îles Samoa, c'est pas en France. Tu dis la Polynésie. Attends. Une Polynésie. Je regarde déjà la fiche. Vas-y. Genre Wallis et Futuna ou un truc comme ça, je crois. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Vas-y, je reprends. Okay. Donc voilà, donc Mercenaires qui suit le destin d'un jeune rugbyman donc, qui s'appelle Sohan, qui vient de Wallis et Futuna, qui rêve de vivre du rugby, qui est pris entre la tradition familiale, parce qu'il y a une histoire de lutte avec le paternel, entre la tradition familiale et les opportunités qu'on lui propose pour aller vivre son rêve de rugby en France métropolitaine. Donc voilà, tout le film c'est une sorte de quête un petit peu initiatique où le héros va essayer de se trouver entre deux mondes, entre Wallis et Futuna et la métropole. C'est un film qui est extrêmement, je dirais presque original en fait, ne serait-ce que par son cadre. C'est-à-dire qu'un film français sur le rugby qui a tout son premier acte et un certain nombre de scènes plus tardives qui se passent à Wallis et Futuna en disant voilà, là c'est aussi la France, on ne la filme jamais. Parce que c'est une partie de la France qui est aussi bien dans la merde économiquement. Voilà, parce que tout le premier acte du film, c'est ça, c'est de dire regardez cet endroit, on ne le filme jamais. Et moi je me suis demandé, en effet, bon, c'est probablement pas le premier film à l'avoir fait, mais le nombre de films à s'intéresser à ces régions du monde, film français qui plus est, c'est quand même dérisoire. Donc là, ça s'y intéresse avec beaucoup, beaucoup de passion, du recul critique aussi sur le rapport à la tradition. À la culture, à la double culture, puisqu'il y a la culture française qui s'est imposée, puis la culture traditionnelle qui remonte, qui est ancestrale, millénaire, qui essaie de passer donc de
de génération en génération, et c'est là où ça bloque parce que, parce que ça pose aussi la question de l'exil, voilà. de quitter l'île pour aller en France, alors qu'on sait très bien, enfin en France métropolitaine, parce que Wallis et Futuna, et c'est important dans le film, c'est déjà la France. Donc de l'exil, de quitter l'île et de quitter les traditions pour un voyage, on le sait très bien, qui a un sens unique, qui est pas tant juste un exil physique, c'est un exil culturel. En fait, c'est un déracinement. C'est un déracinement. Et donc voilà, le jeune Sohan, donc qui est un pilier au rugby, est largué une fois qu'il arrive en France parce que le deal qui devait le faire rentrer dans telle équipe ne tient plus, le sélectionneur ne le veut plus, et du coup le gars se retrouve un peu presque sans abri à l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Sans rien à faire. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas dans les grandes équipes de rugby, c'est genre la petite équipe locale. Non, c'est locale, dans les petits clubs, petits clubs régionaux, etc. Le film a quelques scènes de rugby. Alors, c'est pas un film sur le rugby. Oui, voilà. Le film a quelques scènes de rugby qui sont quand même assez bien tournées. Faut le dire, il n'y a pas vraiment de grands matchs. Il y a pas vraiment le rugby n'est pas le fil conducteur le rugby n'est pas le fil conducteur de l'histoire. Un peu comme si je voulais exagérer, dans Whiplash, le jazz n'est pas vraiment le fil conducteur de l'histoire. Ici, le fil conducteur de l'histoire, c'est le héros qui doit se trouver. Qui doit se trouver une place. D'autant aussi. plus qu'il est hanté par les démons, entre guillemets, les démons de son passé, parce qu'il il est hanté par le Wallis et Futuna, envers laquelle il a une dette financière envers une sorte de mafiosi, ce genre de passeur, voilà, une petite frappe locale, et puis aussi les problèmes qu'il a avec son père, puisque son père l'a chassé et carrément renié. Parce que même son père, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est aussi alcoolique et tout ça. Enfin, il n'y avait aucun avenir qui se proposait au jeune Sohan, d'autant plus qu'il a un jeune frère aussi qui voulait venir avec lui, mais il ne pouvait qu'y aller seul en France métropolitaine. Donc il essaye de se créer une place dans cette France qu'il accepte difficilement. Enfin, c'est la France qui accepte peu Sohan, justement, si on a mal compris. Et en fait, il essaie de se créer une place pour pouvoir peut-être un jour ramener son frère avec lui, et ensuite vivre heureux parce que à Wallis et Futuna, il n'y a rien, il n'y a que le chômage, il n'y a que la tristesse, il n'y a que l'alcool avec son père violent. Et donc, il n'y a que la France qui est une opportunité, une vraie opportunité d'avenir. Et il est prêt à saisir n'importe quelle chance pour y arriver. Et il retrouve d'ailleurs, là, moi, j'aime beaucoup le personnage qui lui sert en gros de mentor une fois sur place en France, qu'il retrouve, qui a suivi quasiment le même parcours. Et en fait, lui qui a réussi, évidemment, qui a galéré des années, qui a sa famille, maintenant qui est installé, qui a des relations, qui connaît bien, qui est bien installé, qui a tous ses papiers en règle et tout. Parce que oui, aussi, il faut dire que le personnage de Sohan, pareil, il a sa carte d'identité, mais il n'est pas forcément en situation légale en France. Enfin, toute une galère, et il ne faut pas non plus qu'il se fasse stopper par les flics, sinon il peut être renvoyé là-bas. Enfin, c'est toujours un personnage qui est sur la brèche, qui est sur le fil du rasoir, et qui cherche pas non plus à renier ses origines non plus, parce qu'il les porte avec lui. Et à un moment, il y a une très belle scène dans le film où elles ressortent au moment clé et qui explose littéralement. Et sa vision des choses qu'il a amené avec lui se confronte à la vision occidentale qu'on a chez nous, et on le tourne un petit peu en ridicule parce qu'il est un petit peu candide, il tombe amoureux de la fille sur qui tout le monde est déjà passé, et pourtant lui il la voit comme une déesse, et même elle ne le comprend pas trop parce qu'elle pense qu'il se moque un peu d'elle, et puis en fait pas du tout. Lui il est vraiment au premier degré, il est vraiment tombé amoureux d'elle, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un personnage on dirait qu'il est vraiment tombé de la lune, et pourtant il y a un vrai feu, il y a une vraie foi qui le pousse à croire, on va dire, dans ce fameux rêve d'une France égalité, liberté, fraternité. Voilà. Même si après, évidemment, tout le dernier acte du film, parce qu'on va pas là pour le coup, on va laisser la surprise, mais tout le dernier acte du film va. Il y a toute la violence qu'il a essayé d'oublier, qui lui retombe dessus, qu'il rattrape. Entre guillemets, complexifier un petit peu le portrait de cette relation entre Wallis et Futuna et la France, jusqu'à un final, du coup, encore une fois, avec un pas ambigu, mais il est très émouvant le final. Qui est très sobre, qui est très émouvant, très sobre, qui est très beau aussi sur Wallis et Futuna, parce qu'on pourrait croire justement que le film dit qu'il faut déserter tout abandonner, Wallis et Futuna et abandonner, etc. Et pas vraiment en fait.
C'est là aussi où Sacha Wolf, le portrait qu'il en fait est très beau, et c'est là aussi où il faut quand même noter la justesse de l'interprète de Sohan, pardon, qui s'appelle Toki Piloko, voilà, on l'a noté, donc c'est pas méchant de le dire, mais qui est un inconnu. Voilà, mais un très bon acteur. Qui était absolument excellent, parce qu'en plus on aurait pu se dire, bon, il joue pas vraiment, parce qu'il fait juste la montagne, fait juste la montagne, etc. Et non, il a un très beau rôle, qui est plein de nuances. Il a ce côté, certes, un peu nounours, etc., parce qu'il faut imaginer le type qui doit peser 120, 130 kilos de muscles, qui est très doux, mais qui est aussi, qui évolue vers quelqu'un de très affirmé, qui essaye d'être très affirmé parce qu'il veut sa vie, parce qu'il aime, sa femme, la jeune fille qu'il a rencontrée, etc. Donc voilà, il y a une grande beauté de jeune premier entre guillemets, donc autant de la part de Sacha Wolf dans ce premier long métrage. Évidemment, il y a plein de petites erreurs, il y a plein de trucs qui sont inhérents au premier film, mais voilà, c'est tellement volontaire. Il y a toujours ce côté de la mise en scène, parfois qui se cherche un petit peu, ce que je trouve qui peut être tendre aussi, parce que il y a ce côté un petit peu, on sent le réalisateur qui a envie, donc comme tu disais, qui est volontaire, qui a envie de proposer quelque chose, qui même s'il se cherche après, parfois on a envie d'être tendre vis-à-vis de cette recherche, parce que c'est bien qu'ils se posent la question, c'est bien qu'ils se disent... par exemple, t'as quand même des superbes idées de mise en scène qui, même si elles sont simples, font leur effet. Le passage de Wallis et Futuna à la France en un cut, en soi, c'est simple comme idée. Mais il faut trouver les plans. Il faut trouver les plans, il faut trouver le rythme du montage, et on aura beau dire que c'est pas original, à l'écran, ça marche incroyablement bien. C'est-à-dire que de passer d'une plage paradisiaque à un parking de supermarché, c'est peut-être pas subtil si on veut, mais c'est tellement beau à l'image. Quand même, tellement de choses, quoi. Bravo, voilà, malgré tout, bravo Sacha Wolf. Voilà, donc Mercenaires, qui est donc maintenant disponible en DVD chez Advitam. On voulait justement vous en parler parce que quand il était sorti en salle, on avait adoré. Donc avec Toki Piloko dans le rôle de Sohan, donc Mercenaires. Et aussi Iliana, il faut préciser, la jolie Iliana Zabet, qu'on a vu dans les Cowboys. Qu'on avait vu dans les Cowboys de Thomas Bidguin, dans la Polonide aussi. Bon. Bref, ils font un joli duo ensemble. Voilà, donc Mercenaires de Sacha Wolf, disponible en DVD cette semaine chez Advitam. À côté, en petite mention DVD Blu-ray, mais fallait les préciser. Le Géant de Fer, édition signature de Brad Bird. On vous fait référer au podcast numéro 5 dans lequel on en avait parlé pas mal, donc de ce Géant de Fer, édition signature, donc maintenant disponible en Blu-ray, Blu-ray DVD aussi chez Warner. Et également, on aurait voulu vous en parler un peu plus, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais on va pas le dire trop fort. C'est le Rusty James de Francis Ford Coppola, qui est disponible en coffret, juste en Blu-ray ou alors en DVD Blu-ray chez Wildside, donc édition restaurée avec bonus, tout ça. Enfin, ils savent très bien faire des coffrets de ouf. Donc voilà, donc évidemment. Silence de Martin Scorsese, American Honey d'André Arnold, Du Silence et des Ombres de Robert Mulligan, Mercenaires de Sacha Wolf, Le Géant de Fer de Brad Bird et Rusty James de Francis Ford Coppola. Tout ça, c'est les bons films de la semaine qu'il fallait voir absolument ou revoir forcément. Donc forcément, revoyez-nous sur YouTube et abonnez-vous. Réécoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique, ou alors rendez-vous directement sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Donc allez voir des bons films, allez voir des films c'est bien, mais en voir des bons c'est mieux. Voilà, rendez-vous au prochain podcast. Salut.